Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au Gabon, l'actualité reste marquée par le colloque sur la cancérologie qui se tient à Libreville à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. L'inauguration officielle de la Maison d'Alice a été au cœur de l'événement. Nous irons aussi en Angola où le président Eduardo dos Santos, 74 ans, a mis fin à son long règne qui a débuté en 1979 à la mort du premier président Agostinho Neto. Un de ses fidèles, l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço, devra lui succéder. Aux États-Unis, un juge fédéral de Seattle a bloqué temporairement vendredi le décret anti-immigration du président américain visant 7 pays à majorité musulmane. Nous aurons les contours de cette actualité dans ce journal. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal avec la déclaration de la section sénatoriale ACP-UE du Gabon, l'adoption d'une résolution par le Parlement européen sur la crise en République démocratique du Congo et au Gabon suscite de nombreuses réactions. Cette section sénatoriale ACP-UE Gabon, que dirige le président du Sénat, s'est exprimée à ce sujet à la faveur de cette déclaration du docteur Lucie Milébou-Aubusson. Écoutons un extrait. Cette résolution proposée par quelques groupes parlementaires européens est une réponse à l'échec de la résolution de Nairobi au Kenya qui portait sur la situation post-électorale au Gabon, mais dont le but inavoué était la déstabilisation de notre pays. Nous, parlementaires, soucieux et respectueux des lois, condamnons avec la plus grande fermeté cette résolution qui met en cause la légitimité d'un chef d'État élu par son peuple, qui a prêté serment conformément à la Constitution en vigueur et qui a été reconnu par la communauté internationale. Nous dénonçons le caractère partial avéré de certains membres de la mission d'observation des élections de l'Union européenne, outrepassant les termes de l'accord signé avec le gouvernement. Certains se comportant beaucoup plus comme des acteurs alors qu'ils n'étaient que des observateurs de l'élection. Leur champ d'intervention ainsi que leur domaine de compétence étaient pourtant clairement délimités dans la convention signée entre cette mission d'observation et le gouvernement gabonais. En marge de l'ouverture de la Maison d'Alice, la journée mondiale de lutte contre les cancers s'est manifestée au Gabon par un colloque scientifique cancérologique de haut niveau réunissant des experts venus du monde et de la sous-région. Celui-ci est placé sous le haut patronage de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, et sous la supervision de l'Association franco-africaine de cancérologie, comme nous le rapportent Kenyon Gori et Bertin Osaga. Placé sous le haut patronage de la première dame du Gabon, un colloque scientifique cancérologique s'est ouvert ce samedi au nord de la capitale gabonaise. Il se présente comme un rendez-vous de haut niveau dont l'objectif est de valoriser l'expertise oncologique de l'Institut de cancérologie de Libreville, principalement sur le plan de la formation du personnel et de l'approvisionnement en médicaments. En ce jour de journée mondiale du cancer, l'Association franco-africaine de cancérologie est à Libreville pour célébrer la lutte contre le cancer et la Maison d'Alice. Cette Maison d'Alice à Libreville est la preuve que nous vaincrons le cancer en se préoccupant non seulement de la maladie, mais également des malades. Et la Maison d'Alice à Libreville est mitoyenne à l'Institut de cancérologie de Libreville, qui est un fleuron de la cancérologie au Gabon, mais également en Afrique. La Maison d'Alice, par ailleurs inaugurée ce samedi à l'occasion de la Journée mondiale du cancer, est une parfaite illustration de l'intérêt que le Gabon accorde à la lutte contre cette maladie en Afrique. La Maison d'Alice, du nom du premier exploit médical réalisé sur une patiente, constitue un projet phare de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. La première dame a pris le leadership, si vous voulez, pour mettre en place cette maison de vie qui accompagne le malade atteint du cancer. Et je peux vous dire que sur le plan psychologique, sur le plan moral, même sur le plan esthétique, comme disait le professeur, c'est un élément de plus, c'est une plus-value pour la guérison de nos compatriotes.
Ce colloque, qui voit la participation d'experts de plusieurs pays, est placé sous la supervision de la FAC. Il a entre autres pour mission de promouvoir la lutte contre le cancer sous toutes ses formes, développer des réseaux de soins, de collaboration médicale, favoriser la formation médicale et paramédicale en cancérologie. Une délégation de la Cour constitutionnelle du Gabon a pris part à Rabat au Maroc du 2 au 3 février à la réunion du bureau de l'Association des cours constitutionnelles ayant en partage l'usage du français. Objectif, préparer l'anniversaire de cette association. Le compte rendu de Linda Gaël Maganga. La réunion préparatoire du 20e anniversaire de l'Association des cours constitutionnelles ayant en partage l'usage du français s'est tenue à Rabat. Cette réunion statutaire, conduite par le Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc, aura constitué un moment d'échange des réflexions et de partage d'expériences et expertise entre les différentes cours constitutionnelles membres. On a adopté donc le programme des prochaines rencontres, et notamment ce 20e anniversaire qui sera célébré au siège du Conseil constitutionnel français au mois de novembre 2017. Et ensuite, nous avons également adopté le principe de revoir entièrement les statuts de notre association pour l'adapter maintenant aux nouveaux besoins de l'heure. La délégation gabonaise a pu échanger avec les différents autres participants sur les missions essentielles de cette association chargée de veiller à travers ses différentes actions à la consolidation de l'état de droit, à la promotion de la démocratie, à la sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux et au respect des valeurs constitutionnelles, eu égard aux changements que connaît le droit constitutionnel moderne et aux évolutions institutionnelles qui s'opèrent dans de nombreux pays. Le Gabon occupe la vice-présidence de ce bureau qui comprend 45 membres et 3 membres observateurs issus d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Parlons d'éducation à présent avec ce nouveau projet Scientia, nouveau projet innovant du secteur éducation, est une application informatique simple et accessible sur ordinateur, tablette, smartphone, via Internet et via SMS. Le projet qui a fait l'objet d'une présentation ce 3 février dans les locaux du ministère des PME-PMI vise à garantir la réussite des élèves grâce à sa plateforme de suivi. Les détails dans ce compte rendu de Lambris Boubala et Jospin Bombadionga. Suivre l'évolution du travail scolaire de votre enfant via Internet est désormais possible avec le projet Scientia. La plateforme propose aux parents et à tous les acteurs de l'éducation une garantie de sécurité scolaire grâce à la plateforme de suivi en temps réel de la scolarité via leur mobile, tablette ou ordinateur connecté par Internet ainsi que par SMS. Scientia aujourd'hui, c'est 317 élèves enregistrés et suivis dans la plateforme grâce à nos deux écoles partenaires, à l'école des ministres Saint-Mans et puis 1, 2, 3 Soleil. L'outil paraît être comme une solution efficiente pour aider le gouvernement à réduire considérablement le taux d'échec scolaire estimé à 37% dans notre pays. C'est une plateforme qu'il a imaginée avec des applications, à la fois Internet et SMS, pour aider les parents à avoir un meilleur suivi de la fréquentation des enfants et mettre à disposition des enseignants une plateforme pour le suivi des élèves et la communication avec des parents. L'objectif principal est donc de moderniser le système de suivi tout en permettant à chaque agent de mieux piloter son système d'information pour manager, gérer et enseigner. Là, nous avons 3 objectifs. Le premier, c'est effectivement un espace qui est accordé à la PME gabonaise pour qu'elle puisse se développer. Le second, c'est effectivement les nouvelles technologies. Nous sommes dans l'économie numérique. Et comment est-ce que le numérique, par-delà la simple communication téléphonique, peut aider à régler de vrais problèmes, de vraies problématiques auxquelles nous sommes confrontés. La plateforme offre donc à tous les usagers des services numériques pour apprendre ou accompagner la scolarité de leurs enfants. La peinture est une forme d'art consistant à dessiner sur une surface en y appliquant esthétiquement des fluides colorés. Le jeune peintre et dessinateur autodidacte que nous avons rencontré réalise tout type de travaux de peinture intérieure et extérieure, rénovation avec technique de décoration originale, comme nous le rapporte Ludmila Ntuntu.
Josué Libala, de son nom, est un artiste peintre et dessinateur gabonais autodidacte. Modeste et discret, il ne fait pas partie de ces plasticiens habitués à parler d'eux et de leurs travaux. Son travail s'inscrit dans un répertoire original et dont l'expression des techniques acquises vient de son imagination. Son œuvre, sortie de son imagination, fait appel à une grande concentration, fidèle aussi à un cadre précis, le tout dans un seul but, une vision particulière du monde, au plus près de la vie, concentrée dans les couleurs d'un symbolisme. C'est depuis l'âge de 15 ans que j'ai su que la peinture, c'était vraiment quelque chose de bien pour moi. Mais sinon, avant 15 ans, j'aimais dessiner, tout ça. Bon, en fait, j'aimais les couleurs, quoi. Je n'ai pas appris après, normalement. C'est quelque chose que je peux dire que je suis né avec. On ne m'a jamais appris à tenir un rouleau ou tenir un pinceau. Je m'inspire de plusieurs choses. Par n'importe quoi, je peux ressortir une décoration que le client peut accepter. Peinture figurative par inspiration, photo ou modèle, peinture surréaliste, uniquement portrait sur commande, nu à l'huile ou acrylique, sur toile, trompe-œil ou sous forme de dessin ou peinture sur toile papier, presque murale. Josué Libala réalise tout à la demande du client. Ce jeune Gabonais est un exemple pour sa génération. Direction le Rwanda où Philippe Payimana, un opposant rwandais tout juste rentré d'exil en France et disant prôner l'alternance, a annoncé samedi sa candidature à la présidentielle d'août 2017 en tant que candidat indépendant face au président sortant Paul Kagame. C'était lors d'une conférence de presse. Les détails avec Ludmila Toutou. Le candidat indépendant à la présidentielle d'août 2017 au Rwanda prône déjà l'alternance. Tout juste sorti de son exil en France, Philippe Payimana, journaliste et écrivain rwandais, se lance en politique. L'opposant rwandais a annoncé ce samedi sa candidature à la présidentielle d'août 2017 en tant que candidat indépendant face au président sortant Paul Kagame lors d'une conférence de presse. Je souhaite que dès les prochains jours, les Rwandais commencent à s'atteler à la participation citoyenne. Et c'est un exemple clair que je voudrais donner pour que toutes les mères qui ont des enfants qui vont à l'école se disent dès demain que chaque enfant peut devenir président de la République. Moi, j'insiste sur le Rwanda parce que nous avons déjà beaucoup de points sur lesquels nous sommes exemplaires. Et pourquoi pas sur ce point, nous ne devons pas donner un exemple à l'Afrique. L'alternance, ça fait partie des éléments de la stabilité d'un pays. Cette candidature inattendue suscite quelques interrogations et réserves quant à l'indépendance de cet ancien journaliste de la TVR qui entre en politique par la simple déclaration de candidature à la présidentielle 2017. Et je vous le disais en titre, José Eduardo dos Santos, le président angolais, a finalement mis fin à son règne vendredi à la tête de l'Angola en désignant João Lourenço, l'actuel ministre de la Défense, comme successeur. Larissa Matsomo. Le président José Eduardo dos Santos, l'un des plus anciens dirigeants africains, a engagé vendredi la fin de son règne sans partage de 37 ans sur l'Angola, en confirmant qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat aux élections générales d'août. Conformément au scénario qui avait filtré en décembre, il a officiellement désigné pour lui succéder un de ses fidèles, l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço. Président de la République, le camarade João Manuel Gonçalves Lourenço et le deuxième, Bonito de Souza, comme candidat en tant que vice-président de la République. Como candidato a vice-presidente da República. Le camarade João Lourenço a beaucoup travaillé aux côtés du président, beaucoup pour ses fonctions assumées dans le passé, dans les forces armées et même au gouvernement. Et donc c'est quelqu'un de bien qui arrive et bien choisi pour diriger et évoluer sur les traces de notre leader historique. Arrivé au pouvoir en 1979, Dos Santos était dévancé d'un mois seulement pour le titre de doyen des présidents africains par l'actuel président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang. Des rumeurs persistantes le disent malade, ce que le MPLA a toujours énergiquement démenti. Âgé de 74 ans, Zedu, ainsi que le surnomme les Angolais de la rue, restera toujours un personnage de poids au sein du parti, laissant augurer une transition en douceur.
Le rapporteur de l'ONU sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme, Ben Emmerson, s'est dit vendredi préoccupé par les conditions de détention dans une prison de Tunisie au terme d'une mission dans le pays. Jamila Bengman. Ben Emmerson a bouclé une visite de 5 jours, la première pour un tel rapporteur onusien depuis 2011. Si la Tunisie a réalisé des progrès notables en matière de respect des droits de l'homme depuis la chute de Ben Ali, en 2011, le rapporteur de l'ONU devait en particulier évaluer les conséquences de la lutte antiterroriste dans ce domaine. Au titre de ses premières observations, je tiens à faire part de certaines observations et préoccupations ainsi que de certaines recommandations concernant les périodes prolongées et les conditions de détention. L'utilisation d'ordonnances excessives et exécutives pour restreindre la liberté de mouvement et imposer l'assignation à résidence sans examen judiciaire approprié, les allégations de mauvais traitements et de torture et l'utilisation de la loi contre le terrorisme et d'autres actes législatifs contre les journalistes et les médias. Alors que la surpopulation carcérale est souvent présentée par des ONG comme un motif d'inquiétude dans la lutte contre la radicalisation, il a décrit une prison à 150% au-delà de ses capacités avec des détenus qui s'entassent dans les cellules sans infrastructures, notamment sanitaires adéquates. Ces conditions sont non seulement un fardeau intolérable pour les gardiens, mais elles violent de manière systématique les droits des détenus, tout particulièrement dans le cas des personnes soupçonnées de terrorisme, a-t-il ajouté. L'actualité hors du continent africain commence avec les débuts controversés du mandat du président américain Donald Trump qui ont embarrassé les dirigeants européens réunis vendredi en sommet à Malte, partagé entre fermeté et nécessité de conserver la relation transatlantique. Linda Gaël-Maganga nous fait le point. Les dirigeants de l'Union européenne tournent le dos aux mesures prises par Donald Trump pour lutter contre le terrorisme. Réunis autour du sommet de l'Organisation sur la migration et le futur post-Brexit, ils s'engagent à aider la Libye à lutter contre les passeurs. Ce que j'ai dit avec beaucoup d'autres, c'est que de l'extérieur, nous travaillons sur la base de nos valeurs communes. Nous voulons mettre en évidence les coopérations transatlantiques. Il y aura des domaines où nous serons d'accord, par exemple pour lutter contre le terrorisme international. Et il y aura des domaines où nous ne serons pas d'accord. Ces derniers jours, j'ai souligné à plusieurs reprises que la lutte contre le terrorisme international n'est pas quelque chose qui puisse justifier et jeter un soupçon général envers des personnes d'une certaine foi ou d'une certaine origine. L'Union européenne se dit embarrassée, mais l'institution doit adopter une position uniforme pour la lutte contre le terrorisme international sans bafouer les droits humains. Nous soutenons l'Italie et la mise en œuvre de cet accord. Il s'agit principalement des composantes du développement de la situation libyenne et ce que nous faisons pour améliorer la situation des réfugiés. La volonté de l'Union européenne de discuter avec les États-Unis est exprimée surtout sur ces questions de lutte contre le terrorisme international. Aux États-Unis, un juge fédéral de Seattle a bloqué temporairement le décret du président américain Donald Trump interdisant l'entrée sur le territoire américain pour les ressortissants de 7 pays musulmans, le revers le plus important pour cette mesure très controversée. Regardez. Cette injonction temporaire du juge fédéral James Roberts, qui avait été nommé par l'ex-président républicain George W. Bush, est valide sur l'ensemble du territoire américain, le temps qu'une plainte déposée lundi par le procureur de l'État de Washington, Bob Ferguson, soit examinée entièrement. La loi est une chose puissante. Elle a la capacité de tenir tout un chacun responsable devant elle, et cela inclut le président des États-Unis. Les juges fédéraux de plusieurs autres États ont également statué contre l'interdiction depuis qu'elle a été décrétée vendredi dernier, notamment en Californie et dans l'État de New York, mais la décision du juge Robert est celle dont la portée est la plus vaste. La décision du juge Robert, mise en vigueur immédiatement, en vigueur maintenant, a mis un stop au décret inconstitutionnel et illégal du président Trump. Ce n'est pas la voix la plus forte qui prévaut en salle d'audience. C'est la Constitution.
Bob Ferguson avait porté plainte lundi pour invalider des points clés du décret présidentiel qui ferme les frontières des États-Unis aux réfugiés pendant 4 mois et aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane pendant 3 mois. Les Syriens font l'objet d'une interdiction indéfinie. Et puis cette contradiction entre Donald Trump et James Mattis. En effet, le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a déclaré samedi à Tokyo que l'Iran était l'État apportant le plus important soutien au terrorisme, alors que le président américain, Donald Trump, a imposé vendredi des sanctions contre Téhéran. Alors, qu'en est-il réellement? Ludmila Ntontom nous éclaire sur la question. Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a une fois de plus pointé Téhéran du doigt au lendemain des nouvelles sanctions américaines contre l'Iran. Pour James Mattis, en visite à Tokyo, l'Iran était l'État apportant le plus important soutien au terrorisme, alors que le président américain Donald Trump a imposé vendredi des sanctions contre Téhéran. Le chef du Pentagone a ajouté qu'il ne voyait pas la nécessité actuellement de renforcer le nombre de militaires américains au Moyen-Orient. En ce qui concerne l'Iran, c'est le plus grand État soutenant le terrorisme au monde. Cela ne nous apporte rien de bon de l'ignorer. Cela ne nous apporte rien de bon de ne pas prendre en considération. Et en même temps, je ne vois pas l'intérêt d'accroître le nombre de nos soldats que nous avons en ce moment au Moyen-Orient. Donald Trump a ainsi mis en exécution ses menaces de durcir la position de Washington envers la République islamique, mais sans faire dérailler pour l'instant l'accord international sur le nucléaire iranien scellé en 2015 par son prédécesseur Barack Obama. M. Mattis effectue depuis jeudi une tournée en Corée du Sud et au Japon destinée à rassurer ses 2 alliés de Washington dans la région sur la solidité des alliances militaires qui les lient. Des centaines de familles roumaines se sont rassemblées samedi à Bucarest pour manifester contre un décret assouplissant la législation anticorruption qui fait craindre un retour en arrière pour le pays. Regardez. Après 4 soirs de manifestations contre le gouvernement, des milliers de Roumains marchent depuis samedi vers le Parlement, symbole d'une démocratie que les protestataires estiment bafouée par un décret sur la justice anticorruption. Cela ressemble beaucoup au 18 décembre 1989. Je travaillais déjà en ce moment-là. Aujourd'hui, nous devons une nouvelle fois nous rassembler et unifier notre voix contre ceux qui tentent d'imposer de mauvaises lois. C'est important pour moi d'être ici parce qu'au lieu de quitter le pays, nous voulons élever nos enfants près de nos parents pour qu'ils aient une relation proche avec leurs grands-parents. Nous ne voulons pas quitter le pays. Nous sommes ici pour défendre nos droits et défendre l'éthique en politique. Il s'agit du futur de nos enfants. Nous voulons que la justice soit faite. Ce mouvement de contestation sans précédent depuis la chute du communisme mobilise depuis plusieurs jours des centaines de milliers de personnes dans toute la Roumanie. Vendredi soir, ils étaient selon les médias quelques 100 000 à Bucarest, entonnant l'hymne national « Éveille-toi roumain » devant le siège du gouvernement et au moins autant dans le reste du pays. À présent, la page sport débute avec cet appel du gouvernement qui invite le public gabonais à se rendre massivement au stade en vue de soutenir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tient au Gabon. Une invite qui tient lieu de grandes mobilisations autour de cet événement sportif à l'occasion de la grande finale qui se tiendra dimanche 5 février et qui mettra aux prises les Lions indomptables face aux pharaons d'Égypte. Kenny Ongori et Bertin Onsega. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2017, le sujet a encore été évoqué par le porte-parole du gouvernement à l'occasion de sa conférence de presse hebdomadaire. Alain-Claude Bilibinze invite le public gabonais à se rendre massivement ce dimanche suivre la finale de cette compétition dont le succès en termes de mobilisation doit être confirmé. Après donc les phases de poule, les quarts de finale et les demi-finales, ce sont les pharaons d'Égypte et les Lions indomptables du Cameroun qui sont donc retenus pour la finale de la compétition qui va se jouer ce dimanche 5 février 2017 au stade de l'Amitié. Nous rappelons que l'ouverture des portes aura lieu à 15h. Il faudrait que
les uns et les autres qui veulent suivre ce match puissent se rendre tôt à Gonje. Il y aura en plus une belle cérémonie de clôture avec son et lumière, couleurs, concerts et feux d'artifice. Le gouvernement envisage de faire le bilan de cette compétition à l'issue de la finale. C'est une belle compétition. Nous ferons le point à la fin de la compétition, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour évaluer ce que la CAN aura apporté, notamment d'un point de vue économique, également sur la question du vivre ensemble des citoyens gabonais. La Coupe d'Afrique des Nations de football prend fin ce 5 février avec la rencontre Pharaon d'Égypte, Lions indomptables du Cameroun. Entre-temps, c'est la veillée d'armes dans les QG des différentes nations encore en course. Le rappel des titres avant de nous quitter. Nous avons eu dans ce journal au Gabon le colloque sur la cancérologie qui se tient à Libreville à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer. L'inauguration officielle de la Maison d'Alice a été au cœur de l'événement. Les détails nous ont été donnés par Kenny Ongouri. Nous sommes aussi allés du côté de l'Angola où le président Eduardo dos Santos, 74 ans, a mis fin à son long règne qui a débuté en 1979 à la mort du premier président Agostinho Neto. Un de ses fidèles, l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço, devra lui succéder. Et puis notre actualité a été marquée aussi par les États-Unis où un juge fédéral de Seattle a bloqué temporairement vendredi le décret anti-immigration du président américain visant 7 pays à majorité musulmane. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de rester sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement. Bonne fin de soirée à tous.